Lorsque le père d'Alexandre ouvrit brusquement la porte de sa chambre d'étudiant à Paris et les surprit, Lucas et lui, enlacés sur le lit après une soirée trop arrosée, son cri de fureur résonna comme un coup de tonnerre. Renie cet homme et cette abomination immédiatement, ou quitte cette famille pour toujours, ordonna-t-il, et en une seconde, tout l'univers d'Alexandre bascula dans le chaos. Le jeune homme de 22 ans, aux cheveux châtains et aux yeux verts qui avait toujours séduit sans effort, sentit son cœur se serrer comme dans un étau. Lucas, son compagnon depuis 2 ans, se redressa d'un bond, le visage pâle sous la lumière crue de la lampe de chevet. La famille était venue de Lyon pour une visite surprise, pensant fêter l'anniversaire d'Alexandre. Au lieu de cela, le père, un entrepreneur aux épaules larges habitué à commander, avait tout vu. La mère, les mains sur la bouche, restait figée dans l'embrasure. Les oncles et tantes, descendus de la voiture garée en bas, attendaient dans le salon, ignorant encore le drame. Alexandre bredouilla une excuse, mais son père leva la main. Pas un mot de plus. Demain matin, tu appelles Lucas et tu lui dis que tout est fini. Tu es mon fils, pas un passa. La nuit fut interminable. Alexandre tourna et tourna dans son lit, le regard fixé au plafond où dansaient les reflets des phares parisiens. Il repensait à leur première rencontre, 2 ans plus tôt, lors d'un cours d'architecture à la Sorbonne. Lucas, aux cheveux noirs bouclés et au sourire contagieux, l'avait aidé à porter ses plans. Leur amour s'était construit en secret, loin des regards, dans les cafés du Marais ou les promenades le long de la Seine. Et maintenant, tout s'effondrait. Le lendemain, sous le regard implacable de son père, Alexandre décrocha le téléphone. « Lucas, c'est fini. Je ne peux pas continuer. » Les mots lui brûlèrent la gorge. À l'autre bout, le silence de Lucas fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Quand il raccrocha, Alexandre sentit une partie de lui se briser. La famille rentra à Lyon le soir même, satisfaite d'avoir sauvé leur fils. Mais dans le train qui les emportait, la mère pleurait en silence, pressentant déjà que rien ne serait plus comme avant. Alexandre, resté seul dans son petit studio du 5e arrondissement, regarda par la fenêtre les toits de Paris. Pour la première fois, il se demanda si nier son amour valait vraiment le prix de cette paix apparente. Les jours suivants, il essaya de reprendre le cours de sa vie étudiante. Les cours d'architecture l'absorbaient, les projets nocturnes le tenaient éveillé. Pourtant, chaque message non répondu de Lucas lui rappelait la trahison qu'il venait de commettre. Ses amis gays du campus, ceux qu'il avait toujours gardés à distance pour ne pas éveiller les soupçons, commencèrent à remarquer son changement. « Tu as l'air d'un fantôme », lui dit un jour Marie, une camarade de promotion aux cheveux courts et au franc-parler. Alexandre haussa les épaules. Il ne pouvait pas expliquer. La pression familiale ne faiblissait pas. Chaque appel de son père se terminait par la même phrase, « Tu as fait le bon choix, fils. Pense à ton avenir. » Mais quel avenir? Celui d'un mensonge perpétuel? La nuit, seul, Alexandre relisait les vieux messages de Lucas, les photos prises lors de leurs escapades à Montmartre. Les larmes coulaient sans bruit. Il ne savait pas encore que ce premier reniement n'était que le début d'une chaîne d'événements qui allait tout emporter sur son passage. Les semaines passèrent, lourdes comme du plomb. Alexandre se jeta corps et âme dans ses études, espérant que le travail effacerait la douleur. Mais le vide laissé par Lucas grandissait chaque jour. Un matin de novembre, alors que la pluie balayait les rues de Paris, il reçut un appel de sa mère. « Ton père est fier de toi, mon chéri. Il parle de toi à tous ses amis. Continue comme ça. » La voix tremblait légèrement, comme si elle savait que ces mots sonnaient faux. Alexandre raccrocha et sortit marcher le long de la Seine. Les couples hétérosexuels se promenaient main dans la main, insouciants. Lui, il se sentait invisible, prisonnier d'un rôle qu'il n'avait pas choisi. Au détour d'une rue près de la faculté,
il tomba sur un groupe d'amis qu'il avait fréquenté autrefois, Julien et Thomas, un couple ouvertement gai qui organisait des soirées dans le Marais. Alexandre. Ça fait une éternité, s'exclama Julien en le serrant dans ses bras. Ils l'invitèrent à prendre un café. Pour la première fois depuis des semaines, Alexandre parla. Pas tout, mais assez pour soulager un peu la pression. Ma famille, il ne comprendrait jamais. Thomas hocha la tête. Beaucoup d'entre nous ont vécu ça. Mais se renier, c'est se perdre soi-même. Leurs paroles résonnèrent longtemps en lui. De retour chez lui, il ouvrit son ordinateur et commença à dessiner un projet personnel, une maison ouverte sur la lumière, sans murs invisibles. C'était sa façon à lui de rêver à une vie différente. Pourtant, la famille ne lâchait pas prise. Pour Noël, ils exigèrent qu'il rentre à Lyon. Viens avec une fille, si tu veux, avait suggéré son père au téléphone, mi-plaisanterie mi-menace. Alexandre accepta, le cœur lourd. À Lyon, dans la grande maison bourgeoise entourée de vignes, l'ambiance était tendue. Sa mère cuisinait sans cesse, comme pour combler le silence. Son père l'observait du coin de l'œil. Le soir du réveillon, une cousine lui présenta Sophie, une jeune femme charmante, étudiante en droit. Vous iriez bien ensemble, murmura la tante. Alexandre sourit poliment, mais à l'intérieur, il hurlait. Pendant la soirée, il s'éclipsa dans le jardin. Là, sous les étoiles froides, il envoya un message à Lucas, « Je pense à toi tous les jours. » La réponse arriva presque aussitôt, « Moi aussi. » Mais tu as choisi. Les larmes gelèrent sur ses joues. De retour à Paris en janvier, Alexandre décida de changer. Il rejoignit le groupe de Julien et Thomas pour des dîners discrets. Il écoutait leurs histoires, leurs luttes passées, leurs victoires. Petit à petit, il retrouvait un peu de lui-même. Un soir, lors d'une fête improvisée dans un appartement du 11e arrondissement, il rencontra Clara, une lesbienne militante qui travaillait dans une association LGBT. « Tu n'es pas obligé de choisir entre ta famille et ton bonheur », lui dit-elle en lui tendant une brochure sur les droits des personnes homosexuelles. Alexandre la lut tard dans la nuit. Pour la première fois, il envisagea de ne plus mentir. Mais le courage lui manquait encore. Les mois passèrent. Ses notes montèrent, son projet de fin d'études sur la reconversion d'anciens entrepôts parisiens fut salué par ses professeurs. Pourtant, chaque appel de Lyon le ramenait à la réalité. « Quand vas-tu te trouver une fiancée sérieuse ?» demandait son père. Alexandre raccrochait, le ventre noué. Un après-midi de mars, il croisa Lucas par hasard devant la bibliothèque Sainte-Geneviève. Leurs regards se croisèrent. Lucas hésita, puis continua son chemin. Ce bref instant suffit à raviver la flamme. Alexandre rentra chez lui et pleura pour la première fois depuis des mois. Il comprit alors que nier son amour n'avait fait que le rendre plus fort. Mais il ignorait encore jusqu'où cette force allait le mener. Le printemps arriva avec ses promesses trompeuses. Alexandre plongea dans la préparation de son diplôme, travaillant jusqu'à l'épuisement dans l'atelier de l'école d'architecture. Ses dessins devenaient plus audacieux, comme si chaque trait de crayon libérait une partie de lui. Julien et Thomas l'invitèrent à un pique-nique au parc des Buttes-Chaumont. Là, entouré d'amis qui ne jugeaient pas, il osa enfin parler ouvertement de Lucas. « Je l'ai perdu par peur », avoua-t-il. Clara, présente ce jour-là, posa une main sur son épaule. « La peur est normale, mais elle ne doit pas te définir. » Encouragé, Alexandre décida de contacter Lucas. Le message fut simple, « On peut se voir. » Juste pour parler. La réponse mit 3 jours à arriver, « D'accord. » Samedi, au café près de Notre-Dame. Le rendez-vous fut électrique. Lucas avait maigri, ses yeux cernés trahissaient des nuits sans sommeil. « Pourquoi maintenant ?»
demanda-t-il. Alexandre expliqua la pression, la visite familiale, la peur de tout perdre. Lucas écouta en silence, puis secoua la tête. J'ai souffert, Alex. Mais je t'aime toujours. Ils se promenèrent le long des quais, sans se toucher, de peur d'être vus. Pourtant, ce simple moment suffit à redonner espoir à Alexandre. De retour à Lyon pour le week-end de Pâques, la tension familiale atteignit son comble. Son père avait organisé un déjeuner avec la famille élargie et, bien sûr, Sophie était là. Vous formez un si beau couple, s'exclama la mère. Alexandre serra les dents. Pendant le repas, il sentit le regard de son père peser sur lui comme une menace. Le soir, dans sa chambre d'adolescent, il reçut un message de Lucas, « Je ne veux plus me cacher ». Ces mots le hantèrent toute la nuit. À Paris, les examens approchaient. Alexandre présenta son projet final, une résidence étudiante inclusive, avec des espaces communs ouverts à tous les profils. Le jury fut impressionné. « Vous avez une sensibilité rare », lui dit un professeur. Pour la première fois, il se sentit vu pour ce qu'il était vraiment. Les amis du groupe l'emmenèrent fêter ça dans un bar discret du Marais. Là, entouré de rires et de musique, Alexandre osa danser. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit libre. Mais la liberté a un prix. Le lendemain, son père appela. « J'ai vu tes notes. Bravo. Mais j'ai aussi entendu dire que tu fréquentais des gens douteux. Reviens sur le droit chemin, Phil. » Alexandre raccrocha sans répondre. Ce soir-là, il écrivit une longue lettre à Lucas, qu'il n'envoya jamais. Les mots coulaient comme un fleuve, l'amour, la peur, le désir de vivre enfin. L'été approchait. Alexandre décrocha un stage dans une agence renommée près de la place de la Bastille. Le travail l'absorbait, mais chaque soir, il retrouvait Lucas en secret. Leur retrouvaille était tendre, pleine de promesses retenues. Pourtant, un malentendu surgit. Un soir, Sophie envoya un message innocent à Alexandre, un simple « On se voit bientôt », que Lucas intercepta par hasard sur l'écran. La jalousie fit son œuvre. « Tu continues à jouer le jeu », lança Lucas avant de partir en claquant la porte. Alexandre resta seul, le cœur en miettes. Il comprit alors que le chemin vers la vérité serait semé d'embûches bien plus grandes que celles qu'il imaginait. L'été fut étouffant, autant par la chaleur parisienne que par les doutes qui assaillaient Alexandre. Le stage à l'agence le propulsait dans le monde professionnel. Ses collègues louaient sa créativité, ignorant les tourments intérieurs qui le rongeaient. Lucas ne répondait plus à ses appels. Chaque journée sans nouvelles creusait un peu plus le vide. Un week-end, sa mère appela en pleurs. « Ton père a vu une photo de toi avec ce garçon, sur les réseaux d'un ami commun. Il est fou de rage. Viens à Lyon ce week-end, on doit parler. » Alexandre accepta, la peur au ventre. À Lyon, l'atmosphère était glaciale. Son père l'attendait dans le salon, un verre de whisky à la main. « J'ai tout arrangé. Tu vas rencontrer la fille du partenaire de golf. Elle est parfaite pour toi. » Alexandre protesta, mais la voix de son père claqua comme un fouet. « Tu as déjà failli détruire cette famille une fois. » Pas deux. Le dîner avec la jeune femme fut un supplice. Elle était gentille, cultivée, mais chaque sourire d'Alexandre était un mensonge de plus. De retour à Paris, il s'effondra. Clara l'accueillit chez elle. « Tu ne peux plus continuer comme ça. » Ensemble, ils dressèrent un plan. Alexandre allait déménager dans un nouvel appartement, loin des souvenirs, et commencer une thérapie avec un psychologue spécialisé dans les questions d'identité. Les séances furent douloureuses. Alexandre parla pour la première fois de son enfance, des remarques homophobes de son père, de la peur d'être rejeté.
Le psychologue l'écoutait avec patience. Le reniement n'est pas une solution. Il faut trouver votre vérité. Encouragé, Alexandre reprit contact avec Lucas. Ils se retrouvèrent au même café près de Notre-Dame. Cette fois, pas de reproches. Seulement des larmes et des excuses. Je ne veux plus te perdre, murmura Alexandre. Lucas prit sa main sous la table. Alors bats-toi. Pour nous. L'automne apporta un tournant. Alexandre obtint son diplôme avec mention et fut embauché à plein temps dans l'agence. Son premier grand projet, la rénovation d'un ancien atelier dans le 18e arrondissement. Il y mit toute son âme, imaginant un espace où chacun pourrait être soi-même. Pendant ce temps, la famille continuait à exercer sa pression. Un soir, son père débarqua à Paris sans prévenir. « J'ai réservé une table pour toi et Sophie. C'est le moment de officialiser. » Alexandre refusa. Pour la première fois, il tint tête. « Je ne peux pas, papa. Parce que je suis amoureux d'un homme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père partit sans un mot, le visage fermé. Alexandre crut que c'était la fin. Pourtant, ce refus fut le premier pas vers la liberté. Il déménagea dans un petit appartement lumineux près du canal Saint-Martin. Lucas vint l'aider à porter les cartons. Leur première nuit ensemble depuis des mois fut faite de tendresse et de promesses silencieuses. Mais la crise n'était pas terminée. Un message anonyme sur les réseaux sociaux révéla leur relation à un collègue. Les ragots commencèrent à circuler à l'agence. Alexandre dut affronter les regards. Certains étaient bienveillants, d'autres froids. Il choisit de ne rien cacher. « Oui, j'aime un homme. » « Et alors ?» déclara-t-il lors d'une réunion. Le soutien de ses supérieurs le surprit. Le projet avançait, plus beau que jamais. Pourtant, au fond de lui, la peur de perdre définitivement sa famille persistait. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau blanc. Alexandre travaillait d'arrache-pied sur son projet. Les nuits étaient courtes, mais chaque matin, Lucas lui préparait un café avant de partir à son propre travail. Leur vie commune, discrète mais réelle, lui donnait des forces. Un soir de décembre, il reçut un appel inattendu de sa mère. « Ton père est malade. Rien de grave, mais il parle souvent de toi. Viens pour Noël. » Seul. Alexandre hésita, puis accepta. À Lyon, la maison semblait plus petite, plus froide. Son père, affaibli par une pneumonie, le reçut dans sa chambre. « Tu as choisi ton chemin. Je ne peux pas l'accepter. Mais tu restes mon fils. » Ces mots, prononcés avec difficulté, touchèrent Alexandre plus qu'il ne l'aurait cru. Pourtant, il ne céda pas. « Je ne renierai plus rien, papa. » De retour à Paris, il plongea dans la dernière phase du projet. L'inauguration approchait. L'agence organisa une grande soirée. Alexandre invita Lucas, Julien, Thomas et Clara. Pour la première fois, il présenta son compagnon publiquement à ses collègues. Les applaudissements furent sincères. Le projet remporta un prix régional d'architecture. Le journal Le Monde publia un article avec une photo d'Alexandre et de son équipe. La famille vit l'article. Sa mère appela, la voix brisée. « Ton père a pleuré en voyant la photo. Il regrette déjà. » Alexandre sentit une boule dans sa gorge. Mais il ne pouvait pas revenir en arrière. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les offres de travail affluaient. Il signa pour un projet plus grand encore, la conception d'un centre culturel inclusif à Marseille. Lucas décida de le suivre. Ils quittèrent Paris ensemble, laissant derrière eux les souvenirs douloureux.
À Marseille, sous le soleil du sud, leur vie prit une nouvelle couleur. Alexandre se sentait enfin lui-même. Pourtant, un dernier obstacle se dressait. Son père organisa une réunion familiale d'urgence. « Viens. C'est important. » Alexandre prit le train, seul. Dans la maison de Lyon, toute la famille était réunie. Son père, amaigri mais déterminé, prit la parole. « J'ai eu tort. Je ne peux pas changer qui tu es. Mais je ne veux pas te perdre. » Les mots tombèrent comme une libération. Alexandre pleura dans les bras de sa mère. Ce soir-là, il appela Lucas. Il commence à comprendre. Le retour à Marseille fut empreint d'espoir. Le projet avançait, les critiques étaient excellentes. Alexandre et Lucas louèrent une petite maison avec vue sur la mer. Chaque soir, ils parlaient de l'avenir, de voyage, de famille peut-être un jour. Mais Alexandre savait que le chemin n'était pas terminé. La société française évoluait, certes, mais les préjugés restaient tenaces. Il décida alors de franchir le pas ultime. Le printemps marseillais explosait de couleurs. Alexandre terminait les derniers ajustements du centre culturel. L'inauguration officielle était prévue pour juin, en présence du maire et de journalistes. Il décida d'y inviter toute sa famille, sans prévenir Lucas. Le jour J arriva. La salle était bondée. Alexandre monta sur scène, élégant dans son costume gris. Ce projet est né d'une quête personnelle, créer un espace où chacun peut être soi-même, sans peur ni jugement. Les applaudissements crépitèrent. Puis il fit signe à Lucas de le rejoindre. Sous les flashs, ils se tinrent côte à côte, main dans la main. La famille, assise au premier rang, vit tout. Le père baissa les yeux, les larmes aux joues. La mère souriait à travers ses pleurs. Après la cérémonie, dans les coulisses, les retrouvailles furent intenses. « Nous avons eu tort, fils », murmura le père en serrant Alexandre dans ses bras pour la première fois depuis des années. « Ton choix final nous a ouvert les yeux. Nous regrettons chaque jour où nous t'avons forcé à mentir. » Alexandre sentit un poids immense s'envoler. Lucas, ému, serra la main de son beau-père. Le soir, autour d'un dîner improvisé, la famille parla enfin ouvertement. Les oncles posèrent des questions, maladroites mais sincères. La mère promit de venir les voir à Marseille. De retour dans leur maison face à la mer, Alexandre et Lucas regardèrent le soleil se coucher. « Tu as changé nos vies », murmura Lucas. Alexandre sourit. « Non, nous l'avons fait ensemble. » Les mois suivants confirmèrent le changement. Le père appela régulièrement, demandant des nouvelles du couple. La famille participa même à une marche des fiertés à Lyon. Alexandre continua à bâtir sa carrière, mais surtout, il bâtissait sa vie authentique. Pourtant, au fond de lui, il savait que le vrai combat était intérieur, accepter que l'amour n'a pas besoin de justification. La France changeait, lentement, mais sûrement. Et lui, il avait trouvé sa place. La loyauté familiale justifie-t-elle le sacrifice de son identité? Vrai ou faux?